Il y a tellement de témoignages qui vont être faits et nous avons des experts. Maître Fabien Kenny est monté. Je pense, tu peux rester sur le panel hein, comme tu veux. Si tu veux continuer avec nous la soirée, il n'y a pas de souci. Si tu vas réagir, après on va réagir. Mais comme il y a tellement, les autres panélistes sont arrivés qui vont continuer, on va continuer la causerie pour d'autres témoignages aussi. Et je pourrais te relancer, voilà, à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Donc, Maître est là. Bonsoir, Maître. Bonsoir Stéphane. Ouais, on me dit qu'il y a des soucis, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Donc, le témoignage, si Rosanne Gemini, elle est là, elle peut monter, elle va témoigner aussi. Merci Mbanga. Rosanne? Je peux maximum m'encadrer. Oui, 8 mètres. Je suis là, je suis présentement là. Bonsoir Stéphane. Bonsoir maître. Vous allez bien maître? Je vais bien, merci. Ah, super. Oui, j'espère que vous avez eu le temps d'écouter Mbanga Diaspora. Parfaitement, c'est effroyable. Ok, je vais prendre déjà le deuxième témoignage que vous allez encore écouter. Ça va être Madame Rosange Gemini, qui est militante du MRC, qui a aussi vécu, subi la torture. Donc on va l'écouter. Après, je vous donnerai la parole avec l'autre expert. Dès que l'autre expert est là, n'hésitez pas de faire monter l'autre expert. Merci. Rosange, faites monter Rosange Gemini. Je suis là, j'attends. Rosange? Rosange? Rosange Gemini, est-ce qu'elle est là? Oui, ok. Envoie ta demande. Rosange, envoyez l'invitation à Rosange, elle est là? Oui. Envoyez l'invitation à Rosange, qu'elle accepte. Beaucoup ne sont pas très calés avec... ouais. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir tout le monde, bonsoir le panel. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie et honoré de l'invitation. Ok. Je voulais juste passer le deuxième témoignage et après je vous donnerai la parole. On a un expert un juriste sur le panel et vous, le docteur, vous êtes psychiatre, donc vous aurez le temps, nous aurions le temps d'en discuter par rapport à la torture au Cameroun. Bonsoir aux anges. Bonsoir à tous. Vous allez bien, j'espère. Ça va. Grâce à Dieu, je vais très bien. Merci pour l'invitation. C'est bon, j'espère. Ok, oui, maintenant ta connexion, elle est bonne. Elle est bonne maintenant ta connexion. Ah là, super. Merci. Merci pour voilà, merci d'avoir accepté cette invitation aux anges. Il faut rappeler que tu es militant du MRC et d'ailleurs responsable de la région, je sais pas, vous appelez, je sais pas comment on l'appelle dans le département du Lé. Ouais, dans le département du Lé. De la fédération. Oui, justement. Bonsoir Rosange. Rosange, tu fais partie de ceux qui ont été arrêtés lors des manifestations lancées par l'organisation politique de MRC, ton parti politique, et tu as été arrêté et menacée en tant que femme. On veut t'écouter ce soir, Rosange. Bonsoir à tous. Je vais revenir sur cette histoire, une triste histoire pour un pays qui se dit démocratique. Alors, l'a dit Stéphane, le mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est levé en 2019 pour le cessez-le-feu en zone anglophone. Donc, nous avons organisé des manifestations publiques pour dire non à la guerre dans le Nozo et également pour demander l'audit dans les détournements de fonds publics constatés au sommet de l'État. Et c'était effectivement le 1er juin 2019. Nous sommes sortis au niveau de la poste centrale à Yaoundé
C'était juste une manifestation à main nue, arbre de paix, avec juste des pancartes et des effigies du Cameroun, c'est-à-dire le drapeau uniquement. On n'avait pas autre chose, on n'avait pas d'armes, on n'avait pas, c'était pas de gourdin, c'était juste des citoyens qui revendiquaient des meilleures conditions de vie pour leur pays. Et la scène qui s'est produite ce jour était vraiment indescriptible. Ce jour, nous avons été arrêtés, des centaines de Camerounais, plusieurs centaines de Camerounais, nous avons été arrêtés, chargés derrière des camions comme des marchandises et déportés dans différents lieux de détention, dans des gendarmeries, dans des commissariats. Et le camion dans lequel je me trouvais, c'est plutôt déporté du côté du 7. Alors, arrivé en ce lieu, puisque nous étions dans un camion, derrière un camion fermé, nous ne savions même pas où est-ce qu'on nous amenait. Donc, on s'est dit, bon, on va voir jusqu'où on va arriver. Ils sont arrivés, on sort quand on nous demande de sortir du camion, nous sommes à un sous-sol. On ne sait même pas, puisqu'on n'a même pas vu le chemin qui a été emprunté et tout. Donc, même si c'était pour aller nous égorger, on ne savait pas où on nous emmenait. À cet endroit, nous avons vécu une scène. C'est très terrible ce qui s'est passé à notre arrivée. Ça m'attriste beaucoup de le dire, et ce sont des choses que je n'aime pas revenir dessus, parce que pour un pays qui se dit démocratique, avec l'amour qu'il y a entre les Camerounais, ce que des personnes censées protéger les citoyens font, c'est vraiment terrible. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la publication du journal Le Jour qui titrait « Arrestation aux faciès ». L'arrestation aux faciès, je l'ai vécue. L'arrestation aux faciès, j'ai été au centre de cela. Alors, je vous explique ce qui s'est passé lorsque on nous a amenés au 7, ce 1er juin 2019. Nous avons été séparés par département d'origine, parce que c'était la question qui était posée. Nous étions nombreux, nous étions plus d'une centaine. Et la question qu'on nous posait, quel est ton département d'origine? On nous a déchaussés, on nous a dépouillés de tout ce qu'on avait. Et après, la question c'était, quel est ton département d'origine? Lorsque tu donnais un département qui était, si tu étais soit de l'Ouest, en fait, vos le Grand Ouest tensionnaires, en Madame Rosan, je vais qu'on comprenne. Donc, vos tensionnaires, la première des choses, c'est vous demander quel est votre département d'origine. Voilà comment il commence avec vous. Effectivement. Continuez. Et la première question qui était posée, quel est ton département d'origine? Quand tu donnais ton département d'origine, on t'envoyait dans une salle. Donc, on ne nous envoyait pas dans les mêmes salles. D'autres étaient envoyés dans d'autres salles et d'autres dans d'autres salles. Et le constat que nous observions, c'est que tous ceux, nous nous sommes retrouvés, je me suis retrouvée dans une salle avec des personnes qui étaient originaires des départements de l'Ouest, des départements du Mbam, c'est-à-dire les Bafia, le Mbam et Inubu, Bafia en général, et du département du Mungo. Je me suis retrouvée parce que moi, je suis du département du Ndé, dans l'Ouest Cameroun. Donc, lorsque tu donnais ton département, on te citait le nom peut-être d'un membre du gouvernement qui est originaire de ton département. Que le président Paul Biya vous a donné tel. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu es en train de trahir cette personne-là. Moi, on m'a dit, tu trahis le président du Sénat, Nya Difendi, parce que tu es de son département d'origine. Le président Paul Biya vous a tout donné. Vous avez un ministre, vous avez
le président de la troisième personnalité du Cameroun. Qu'est-ce que tu fais derrière les choses de Kamto? Et je leur ai dit, je ne suis pas dehors pour Kamto, je suis là pour moi-même parce que lorsque je souffre, ce que je subis dans mon pays, c'est pas Kamto. On nous a envoyé donc dans cette pièce et dans cette pièce, on nous a déchaussés, ils ont retenu tout ce qu'on avait, nous sommes passés à la fouille. Donc la fouille et c'était après s'être rassurés que tous ceux qui, peut-être l'image qu'ils voulaient donner, l'objectif était atteint, ils sont donc passés à cette fouille-là et ils nous ont déchaussés. Quand on nous déchausse, on nous dépouille parce qu'ils nous ont vraiment dépouillés, même nos biens, que ce soit téléphone ou argent, ils ont tout pris. Les forces de l'ordre, ils ont pris. Et ils ne nous l'ont jamais rendu jusqu'à aujourd'hui. On nous a transportés dans un lieu où nous avons remarqué que des matraques, des seaux d'eau, tout était déjà apprêté pour la torture. Donc, c'est leur temps de torture au niveau du 7. C'est là-bas que le calvaire a commencé. Bastonnade, coups de pied, coups de matraque. C'était chacun qui se donnait à cœur joie. Madame Djemeni, oui, je veux savoir, parce que c'est très important, les détails, oui. Le détail, c'est très important, ce détail. Donc, maintenant, la torture, est-ce que c'était avec tout le monde, ou bien c'était de manière individuelle quand vous torturez? Est-ce qu'on a détaché Madame Djemeni, on l'a amenée quelque part pour la torturer individuellement? Comment ça s'est passé? Ok. On nous amenait par groupe de 10-10. Donc, dans mon groupe, nous étions 2 femmes et 8 hommes. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Alvin Choupo. Nous étions dans le même groupe ce jour-là. Donc, ils nous ont séparés par groupe de 10-10. Ils nous prenaient 10 personnes. On torture les 10 personnes. On vous a torturé jusqu'à ce que vous êtes épuisés et tout, ils vous laissent dans un coin, ils prennent 10 autres personnes. Donc voilà comment ça se passait. Rosange, qu'est-ce qu'ils vous ont fait exactement, à vous personnellement? D'accord. À moi personnellement, j'ai été battue à la matraque. On m'a versé de l'eau sur le visage avec le tuyau. Donc, on te met le tuyau avec de l'eau qui coule. On laisse ça. Donc, tu t'étouffes en fait. Tu t'étouffes parce que l'eau entre dans les narines, dans la bouche. Tu t'étouffes. Et une dame, parce que elle a dit que j'étais bien coiffée. Elle a posé ses pieds sur ma tête et donc genre elle me salit les cheveux, la coiffure. Il y a une rigole là, elle a trempé ma coiffure dans la rigole pour dire que je ne dois ressembler à rien en fait. Ça c'était ses paroles. Donc pendant qu'ils nous torturaient, à nous les femmes, ils nous disaient nous allons vous dévisager. Nous allons vous laisser des cicatrices partout au point où, quand vous allez sortir d'ici, vous n'aurez plus le courage de vous déshabiller devant un homme. Voilà des termes qu'ils utilisaient lorsqu'ils nous torturaient, nous les femmes. Donc, ça a été 48 heures de torture. Pendant ces 48 heures, privation de nourriture, privation même d'eau. Donc, c'était vraiment 48 heures 48 heures de cauchemar. À un moment, on s'est même dit qu'on n'allait pas sortir de là vivant. Au point où on s'est dit, bon, si l'heure est arrivée, si c'est la fin, ok, on va s'en aller sans avoir de regrets parce qu'on sait pourquoi on était debout. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et je pense que ce qui les a amenés à ralentir les choses,
c'est ceux qu'ils ont libérés. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous avons été séparés en deux groupes, c'est-à-dire le reste des Camerounais qui étaient des autres départements d'origine en dehors des départements que j'ai cités, ils ont été raccompagnés à la sortie et ils ont été libérés. On leur a dit, laissez les choses des Bamileke là, laissez les choses de Kamto, rentrez chez vous. Et ils sont libérés le même jour. Ils sont libérés le même jour. Oui, le même jour. Ah ouais, on leur dit, laissez les choses des Bamileke. Mais Rosange, je vois dans les commentaires, on dit que vous étiez enceinte là. Mais vous ne voulez pas vous nous épargner des détails? Non, ça c'est la première torture que j'ai subie. Parce que j'ai été arrêtée dans mon pays à 2 reprises. La première fois, c'était à Yaoundé le 1er juin 2019 et la deuxième fois, c'était le 26 janvier 2020. Et c'est lors de la deuxième arrestation que j'étais enceinte. Donc, la torture, je l'ai subie sous toutes les formes par le régime en place, que ce soit la torture psychologique, que ce soit la torture physique. Je l'ai vécu, je l'ai subi. La première fois que vous étiez enceinte, la première fois qu'on vous arrête, vous êtes enceinte. Le fait de savoir qu'ils étaient au courant, vous étiez enceinte quand même. Et ils ne vous ont pas laissé... La première fois que je suis pas enceinte. La deuxième fois que je suis enceinte. Et ils vous torturent quand même avec votre grossesse. Oui, ils m'ont mis en isolement, ils m'ont enfermé dans une salle noire seule pendant tout le temps que j'y étais. J'étais en isolement pendant tout ce temps-là et ils savaient que j'étais enceinte avec des odeurs. Donc, ils m'ont enfermée. C'était à la prison centrale de Baganté. Ils élevaient des poules de ferme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comment les odeurs des poulets de chair là. Donc, le régisseur, il avait fait sa ferme dans une salle là-bas et c'est là-bas qu'il est allé comment enfermer, en fait. Donc, je devais subir les odeurs des caca des poules et tout, et supporter. Donc, c'était... Là-bas, la torture était plus psychologique. Okay. Et comme j'étais enceinte, il me disait, tu vas faire 20 ans, on va te donner au moins 10 ans de prison. Tu ne vas jamais voir ton enfant. Dès que tu vas accoucher, on va prendre l'enfant, on va partir. Tu ne verras jamais ton enfant et tout. Donc, des paroles de ce genre. Ouais. Merci, Rosange. Et c'était vraiment terrible. Donc, bon. Heureusement que je ne sais pas, parfois, même jusqu'à présent, parfois, je ne sais pas quelle force. J'avais l'impression que j'avais tellement une force. Tout ce qu'il disait, ça ne m'atteignait pas. Moi, je ne sais pas comment. J'étais tellement au-dessus de tout ce qu'il pouvait faire parce que je savais pourquoi et je ne me reprochais de rien en fait. Donc, c'est pourquoi je gardais le moral et je disais, rien n'est éternel. On verra jusqu'où vous allez arriver. Merci pour ton témoignage, Rosange. Mais allez-nous sur le panel, on va s'entretenir puisqu'il y a des experts. Je veux accueillir les experts. Bonsoir, Maître Kenyé. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Est-ce qu'il faut rappeler, vous êtes quelqu'un qui défendait justement la cause de ces personnes. Et d'ailleurs, vous avez été victime de la barbarie de ce régime. On l'a vu aussi dans les réseaux sociaux. Oui, Maître. On vous écoute, Maître. Bonsoir, Stéphane. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les précédents intervenants, dont Banga et Rosange Djimeni, que je connais très bien, que je fréquente souvent. Et ça fait froid au dos. Je dois avouer que je sais gré à Rosange Djimeni d'avoir d'avoir mis les détails, n'est-ce pas, dans les éléments qui constituent la torture dont elle a été victime. Il y a un autre élément qui a retenu particulièrement mon attention, en ce qui concerne le tribalisme d'État. Parce que voyez-vous, lorsque moi j'avais été kidnappé, il m'avait été dit que vous avez tout, qu'est-ce que vous voulez encore, faisant allusion à mes origines bamileke, ce qui est extrêmement choquant, vous imaginez. Quand on arrive à ça dans un État, je peux penser qu'on n'est plus dans une république.
l'armée, la police, les agents de force de maintien de l'ordre, n'est-ce pas, ne sont plus sous le drapeau. Ils deviennent des milices à la solde, n'est-ce pas, de leurs commanditaires. Pour revenir au fait de torture, ce qui est parfois étonnant, épatant et plus douloureux, c'est qu'on vous torture pour ce que la loi autorise, voyez-vous. Puisque nous avons un arsenal juridique qui encadre la liberté d'expression au Cameroun et permet à tout citoyen de s'exprimer, de donner son opinion sur la marche de la République. Tout cela est encadré par la loi. Quand même vous en venez à la torture, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer en quoi consiste cette torture. Naturellement, il faut bien comprendre que les raisons de la torture, il y a d'abord le fait de punir la personne, n'est-ce pas, et de marquer son esprit, pour que la personne éventuellement renonce définitivement à ses opinions. C'est-à-dire, on vous dépouille de votre dignité d'être humain. Comme je vous dis, dans presque tous ces centres de torture, que ce soit dans les unités de police, de gendarmerie, que ce soit dans les camps militaires, ce qui est patent ou ce qui est paradoxal, c'est que vous constatez toujours que ces personnes ont le code de procédure et le code pénal entre leurs mains. Vous savez, en 1987, si mes souvenirs sont exacts, le Cameroun a ratifié la Convention internationale contre la torture, les traitements dégradants et inhumains, qui interdit sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit d'exercer des violences tant physiques que tant morales sur la personne humaine. Au niveau national, l'Assemblée nationale du Cameroun, dans le code pénal, a inséré en son article 277 l'infraction intitulée torture. Et cette infraction est punie des peines allant jusqu'à l'emprisonnement à vie. C'est pas si au sortir de la torture, la personne décède, soit des peines allant de 10 à 20 ans, si la personne, n'est-ce pas, perd l'un de ses membres ou est marqué de manière atroce. Donc, le code pénal camerounais, dans l'ordonnancement juridique camerounais, la torture est interdite, scrupuleusement interdite. Quand vous rentrez dans plus d'un commissariat ou une unité de gendarmerie, vous constatez qu'il y a même des affiches à cet effet qui vulgarisent la sanction, les sanctions qu'encourent les auteurs de tortures. Je ne peux pas comprendre que malgré cela, les Camerounais continuent de manière systématique. N'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que c'est systémique, hein? Ce ne sont pas des cas isolés. Vous avez vu ce que le cas de Longa a pu révéler. Les voix se délient aujourd'hui. Il y a plus d'un anonyme. Plus d'un anonyme qui ne peut pas s'exprimer, dont on ne connaît pas, n'est-ce pas, ce qu'ils ont vécu dans leur chair. Plus d'un anonyme. C'est devenu systémique dans une république. Et voyez-vous, et ce qui est davantage paradoxal, c'est que c'est le fait des personnes qui se réclament la légitimité, qui disent être dépositaires, n'est-ce pas, de 71% de l'électorat camerounais. Quand vous avez 71% de l'électorat camerounais, cela voudrait dire, par exemple, que la majorité absolue, de très loin absolue, n'est-ce pas, de la population est en parfait accord avec vous. Pourquoi donc recourir à la torture? Et voyez-vous, il faut se dire des vérités. J'ai parfaitement suivi Jean Gemini. Vous n'êtes pas par ailleurs sans ignorer que depuis pratiquement 2019, je suis l'un de ces avocats membres du collectif des avocats Sylvain Sop qui s'occupe particulièrement, n'est-ce pas, de la défense des amis politiques du MSC qui ont été arrêtés successivement. Et ce qu'ils vous disent, n'est-ce pas, les conditions de leur arrestation sont effroyables. Vous avez par exemple eu le cas de Sceaux, Stéphane, qui avait été livré par l'un de ses collègues de travail à une police. Il a été suffisamment torturé à l'antenne de la direction de surveillance du territoire. Et tous ces services administratifs n'ont rien à faire avec des civils. Ça, ils ont tourné de leur objectif. Quand on passe par exemple de la sécurité militaire a quel but? Quels sont ses objectifs? La sécurité militaire, c'est s'occuper du confort tant moral que physique, n'est-ce pas, des militaires. Les civils ont quoi à y voir? Vous imaginez? Et de manière systématique, ces personnes se comportent comme si d'autres citoyens n'avaient pas le droit de vivre sur ce territoire. Le problème, la dureté de cette torture, n'est-ce pas, le pic a été atteint lorsque le citoyen Kamto, citoyen comme tout autre Camerounais qui a tous les droits, a seulement cru devoir, n'est-ce pas, entrer en scène politique pour dire qu'il avait les capacités, les compétences nécessaires pour conduire le destin des Camerounais. Pourquoi ça fait tant mal?
Si peut-être ceux qui torturent les Camerounais avaient adressé le problème, avaient développé ce pays, est-ce qu'on en arriverait là? Et il faut aussi bien se le dire que les auteurs de tels actes doivent se le tenir pour dit. Les crimes de torture sont des crimes imprescriptibles. Imprescriptibles. Et sur tous les coins de la planète, lorsque vous avez été torturé, documenté, preuve à l'appui, n'importe quelle juridiction, n'est-ce pas, pénale, peut vous écouter, instruire votre affaire et condamner les auteurs de tels actes. Je dis bien imprescriptible. C'est-à-dire que tant que ces personnes ne sont pas jugées, il y a une forme d'épée de Damoclès qu'ils pèsent sur leur tête tout le long de leur vie, jusqu'à s'y rendre compte ou pas. Et moi, j'ai même parfois du mépris pour ces personnes qui s'adonnent à ce genre d'actes. L'expérience a montré que les victimes, au sortir de ces tortures, ont été plus ragardis. N'est-ce pas? Ce sont plutôt ragardis. Quand j'ai parlé à Alain Fogué, il est rendu une fois prison à Kodengui. Et quand je lui pose la question de savoir comment est-ce qu'il va, il me demande plutôt de prendre soin de moi, que c'est moi qui le plains. Là où il est, c'est là où il devrait être. Donc malgré la torture, il n'arrive pas à broyer la conscience, la volonté absolue des Camerounais, n'est-ce pas, de se libérer du joug colonial. Je vais me dire du joug colonial parce que ce sont les néocolons qui continuent de torturer les Camerounais aujourd'hui. C'est un héritage colonial que nous avons, c'est l'héritage que nous avons hérité, n'est-ce pas, des colons. Depuis 1950, ça continue. Les colons les ont transmis aux néocolons qui continuent à nous torturer aujourd'hui. Et la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arsenal juridique camerounais, la convention, le traité international contre la torture, les traitements inhumains et dégradants, punissent sévèrement de tels actes interdits de manière systématique. Et parfois, vous allez constater que lorsque les Camerounais, lorsque nos gouvernants vont, n'est-ce pas, auprès des institutions internationales pour peut-être obtenir des financements, ils montrent le côté visible d'un pays en paix, d'un pays démocratique et tout, alors qu'au fond, on est dans un Texas. On est dans un Texas total. J'ai dit tout à l'heure que je plaignais ceux qui s'adonnaient à cette torture. Quand vous voyez par exemple la vidéo de Longuet, vous imaginez quel déploiement physique ces personnes-là pour le torturer. Ils ont une tant d'efforts physiques vains. À quoi ça leur sert de faire tout cela à un être humain comme eux? Je crois que vraiment, le cas, il faudrait peut-être dire que le cas de Longuet, c'est un cas de trop, que le gouvernement en place, si tant est qu'il ait encore une once d'humanité, prenne des dispositions pour que cela cesse définitivement dans ces pays. Merci, maître. En tout cas, on vous aura tout à l'heure pour les orientations que vous doivent faire justement tous ces victimes aujourd'hui. Donc, je vais introduire Madame Kemda. Bonsoir. Bonsoir, Steph, bonsoir. Voilà, vous êtes là. Donc, on va passer avec le docteur qui est avec nous sur le panel, sur la première partie, parce que après nous aurions 2 autres témoignages. Il faut rappeler que on avait Serge Branco qui devait être là, mais il a un problème de délestage. Partout ailleurs, même au Cameroun, j'ai appris aussi que Maître Kenny, vous aviez du mal aussi à vous connecter tout à l'heure en vidéo, parce qu'il y a un problème de délestage. Voilà ce que nous vivons au Cameroun quotidien. Donc, il est fort probable que nous n'ayons pas Serge Branco parce que son téléphone est déchargé. Oui, bonsoir, Madame Kenda. Je vous laisse vous entretenir avec le docteur Bano. Bonsoir, Monsieur Steph. Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir honoré de votre présence ce soir pour ce grand live. Et avant de passer vraiment à ce que j'ai à dire, je vois sur le t-shirt du maître Fabien libérer les prisonniers politiques. Et donc c'est un message fort justement ce soir parce que quand on sait ce qu'ils ont vécu, on ne devrait pas cesser de demander à ce que ces gens-là soient libérés parce qu'ils ne méritent pas d'être là où ils sont. Et après avoir écouté le récit de Banga Diaspora et de celui de Rosange, qui était très, très, très émouvant, j'aimerais qu'on s'attarde d'abord un peu sur le récit de Rosange parce que justement, elle nous a parlé de la manière dont elle a subi la première arrestation et surtout de la manière dont elle a subi la deuxième parce que lors de la deuxième arrestation, elle était enceinte. Et on sait très bien que c'est un moment très particulier de la vie d'une femme, de la vie d'un couple.
Et parfois, c'est des moments qui sont aussi très délicats. Et quand on écoute ce qu'elle a dit, puisqu'elle a dit que lors de cette deuxième arrestation-là, la torture était plus psychologique que physique. Donc, on la met dans des conditions où elle va se sentir mal et tout. Et même si elle nous dit qu'à ce moment-là, elle avait une certaine force à l'intérieur d'elle qui faisait qu'elle filtre complètement ces tortures-là, les paroles qu'on lui disait et tout. On sait quand même que ça a un impact. Et ma question, c'est comment surmonte-t-on un tel événement quand on est une femme justement enceinte? Et quelles sont les séquelles à long terme, que ce soit sur la mère ou sur l'enfant? La question, c'est pour moi, je suppose. Oui, docteur. Oui, bonjour, bonjour. Donc, en fait, on va parler là des séquelles des traumatismes psychiques sur les personnes directement et sur la descendance. J'encourage ce qui est en train d'être fait. Ce qu'on est en train de faire ici a une valeur très importante, une valeur psychologique très importante, parce que le simple fait de nommer les agressions et le simple fait de nommer les agresseurs est un début de thérapie que notre pays n'a pas encore commencé à faire sur bien de plans. Toutes les souffrances psychologiques qui ont été encourues et souffertes depuis la tentative d'accès aux indépendances jusqu'à aujourd'hui sont souvent mortes comme ça sans avoir trouvé qui a fait quoi. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, et avec l'affaire de Longuet, c'est quelque chose de très important dans le parcours psychologique que doit connaître le Cameroun en tant que nation. Parce que beaucoup de choses ont été faites, des bombardements au napalm des années 50, 60, aux violences militaires des villes mortes, aux émeutes de la faim, etc. Ce sont autant de choses qui n'ont jusqu'à aujourd'hui pas trouvé de nom, de prénom, de méthode. Et c'est quelque chose qui doit être fait pour aller bien. Donc, passer cette prémisse, je dois dire que ce que Rosange fait également est salutaire, c'est-à-dire qu'elle raconte son histoire. C'est de l'autobiographie. C'est un début de thérapie en tant que thérapie personnelle. Et ça doit être fait au niveau national en tant que nation. Quelles sont les séquelles donc de ce genre d'agissement inhumain et dégradant sur la personne directement? La personne est susceptible de développer ce qu'on appelle tout simplement un syndrome de traumatisme, un syndrome de stress post-traumatique. C'est tout simplement un état psychologique qui se présente chez les personnes qui sont rapprochées de la mort par un événement brutal, violent. Donc, Rosange, elle a pu surmonter cela par des mécanismes qui lui sont propres, qui s'appellent la résilience, c'est-à-dire que Rosange, elle est dotée d'une résilience particulière. Certainement, c'est dû à son histoire personnelle, à son parcours personnel, à sa psychologie personnelle. Donc, elle est dotée de cette résilience. C'est pour ça qu'elle a pu traverser ce moment de manière aussi gaillarde. Mais beaucoup de personnes auraient craqué et sombré dans un état de stress post-traumatique. Et c'est un état de maladie psychologique qui change la personnalité de la personne, qui change sa manière de se percevoir, elle, dans le monde, et sa manière de percevoir le monde autour d'elle. Donc, ça va changer sa manière de se percevoir comme quelqu'un qui peut travailler, son auto-estime. La personne peut avoir tendance à se renfermer sur elle-même. Donc, du coup, ça va réduire ses chances de nouer des relations. Donc, de pouvoir travailler, de pouvoir se déployer pour faire ce qu'elle a fait dans une vie bien remplie. Rosange n'a pas vécu ça, et bien heureusement. Les conséquences sur la descendance sont prouvées scientifiquement. C'est-à-dire que tout ce que les Camerounais vivent depuis des années ont des conséquences directes sur leur descendance. C'est ce qu'il faut savoir. Ces conséquences sont transmises de manière génétique. C'est-à-dire que les scientifiques ont pu montrer de manière très claire et de manière très établie que un parent qui subit un traumatisme transmet quelque chose de ce traumatisme jusqu'à la 3e génération. Et je pense que ce que le Cameroun est en train de vivre depuis les années 60, on n'en est même pas encore à la 2e génération. Ce qui est transmis ici, tant n'est pas le traumatisme. Ça ne veut pas dire que si j'ai été torturé, mon fils sera torturé. Mais c'est la réaction face au traumatisme qui est transmise. C'est pourquoi il est important de pouvoir cultiver la résilience pour transmettre la résilience comme réaction à des traumatismes. Donc, moi, je pense que en ce qui concerne Rosange, ses enfants sont bien parés, ils sont plutôt chanceux. On va leur transmettre quelque chose de l'ordre de la résilience. Donc, faire face au traumatisme. Utiliser le traumatisme, certes, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir repartir et pouvoir faire face. Donc, les traumatismes sont donc transmis d'une génération puis une autre, donc sur 3 générations, selon des critères scientifiques bien définis jusqu'aujourd'hui, bien définis aujourd'hui par la science.
Comment est-ce qu'on peut savoir que des facteurs traumatiques, c'est-à-dire qu'une manière de réagir au traumatisme ont été transmis à une génération? On, on a beaucoup parlé des problèmes de sommeil chez des enfants. C'est-à-dire que vous avez des enfants, des personnes qui n'ont jamais vécu de guerre, qui n'ont jamais vécu de véritables tortures, mais qui se mettent à en rêver, qui se mettent à en faire des cauchemars. Il faut savoir que ça peut avoir origine des traumatismes qu'ont subis leurs antécédents. C'est-à-dire que des gens qui sont arrivés avant eux. Et ça peut aller jusqu'à sur 3 générations. On a tendance à voir souvent des modèles de fonctionnement familiaux altérés qui se transmettent de génération en génération. Vous partez dans une famille, les gens sont violents sur une génération, les neveux sont violents sur l'autre génération, les petits-neveux germains sont violents sur l'autre génération. Vous partez sur une génération, il y a des gens qui volaient au quartier, comme on dit. L'autre génération, il y a des gens qui volent au quartier, de la kleptomanie, et ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses qui sont induites à travers le traumatisme dans notre ADN, donc la substance fondamentale humaine, et sont introduites à travers les traumatismes et se transmettent sur 3 générations au moins. Et ça a été clairement démontré. Oui, Kemda. Kemda, tu me permets? Vas-y. Donc, c'est tellement intéressant. Donc, ce que je nous propose, hein, nous avons 2 témoignages. Nous évacuons les 2 témoignages et les experts apportent, que ce soit le juriste et que ce soit le psychiatre, apportent leur expertise pour que on puisse les noter. Moi, ça me convient. Est-ce que ça vous convient, les autres? Oui, je pense que ce serait mieux parce que là, il y a beaucoup de questions qu'on posera à Voilà, notre bien évidemment. psychiatre. Okay. Et voilà. Il serait peut-être mieux que, puisque on parle toujours de traumatisme et tout, et les histoires sont plus ou moins similaires, les méthodes de torture sont plus ou moins similaires, il serait peut-être mieux qu'on écoute tous les témoignages et que voilà, les experts maintenant, l'avocat, Maître Fabien et le psychiatre Djogbano nous parlent de leur expertise ou bien de leur analyse de cette situation-là. Ce serait peut-être mieux. Merci. Ben, Gaëtan, bonsoir Gaëtan et bonsoir Black Nation. Mais je vais prendre Black Nation. Black Nation, on veut t'écouter ce soir, Black Nation. Branco a un problème de connexion. Quand il peut, il n'y a pas de souci, vous le faites monter. Hein, si c'est stable, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Black Nation, on ne t'entend pas ton micro. Merci à vous tous, merci au panel, merci à tous les Camerounais, à tous ceux aux Africains qui nous écoutent en ce moment. Merci encore à toi Stéphane de me permettre ce jour d'apporter encore ce témoignage. Je suis l'une des personnes qui a subi la torture exactement de la même manière que vous aviez vu sur la vidéo de Longuet. Moi, je l'ai suivi en l'an 2000 à Yaoundé. Vous allez me permettre de dire quelque chose au nom du peuple camerounais, au nom des victimes, avant de continuer à vous décrire comment cette torture s'est passée sur moi et mes camarades dont nous étions à la sécurité militaire de Yaoundé. Pour la liberté et la légalité, au nom de tous les laissés pour compte, permettez, vous qui m'écoutez, que je le dise. Je ne témoigne pas seulement au nom de ceux qui sont sortis vivants, mais aussi pour ceux qui sont morts dans le passé et le présent. Les journalistes Ouazizi, Martinez Zogo, et ceux que nous ne connaissons pas, ou alors n'avions pas encore fait la découverte. Des militants politiques du MRC, vivants et morts, comme Bibou, Nissak, le professeur Foguet et le feu Rodrigue Dagueo. Je crie au nom des massacrés, écrasés, humiliés et confinés dans les villages depuis 42 ans, qui n'aspirent à aucun droit et que leurs efforts sont étouffés dans la dictature féroce. Je témoigne au nom des chômeurs,
d'un système structurellement injuste, conjoncturellement désarçé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Comme nous disait le capitaine Thomas Sankara, le vaillant fils du Faso. Le témoignage des femmes, comme la jeune militante du MRC, dans les jeux de M. Biya, dont Facebook, TikTok, YouTube refusent de partager les images, parce que YouTube, Facebook et TikTok, lorsque vous postez certaines images de la torture, ils enlèvent. Nous devrons accepter, nous devrons peut-être dire que c'est une chance que jusqu'aujourd'hui, nous voyons encore les images de la torture de longueur. Mais c'est sûrement, ils vont l'enlever d'ici peu. Je pense ici à la maman Henriette Ekoué. Des mamans assassinées avec les enfants sur le dos au nord. Et la chaîne de la haine Vision 4 nous avait dit que c'était au Mali. Je pense aux mamans, aux enfants de Gabou. Je crie et je témoigne au nom des mères du Nozo, notre peuple démuni, qui voit mourir leurs enfants et disparaître sans chance d'avoir une sépulture comme le cas de Ouazizi. Je parle aussi au nom de l'enfant qui n'a pas eu, qui n'a pas vu papa ou maman emporté dans le génocide de 1950 à 1972, dans le génocide de la dictature porté par le général Semengue, Paul Biya, Adolphe Moudiki et Bello Bouba Marguerite, qui sont les génocidaires encore vivants. Oui, j'assume. Je pense aux 9 disparus de Bepanda, qui ne quitteront jamais mon cerveau jusqu'au dernier jour. Je crie au nom des journalistes qui sont détruits, soit au silence, qui sont réduits, je vous en prie, autant pour moi, qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge, pour ne pas subir les dures lois de la dictature de M. Biya, comme nous avons vu dans la vidéo de Longueur. Ce n'est pas la personne de Longueur qui m'intéresse, mais je vois l'humain en face de moi. Cela n'aurait pas été Longueur, cela aurait été une autre personne. Mon pays est un concentré de tous les malheurs, douloureux de toutes les souffrances. Je pense ici à Mancho BBC, Sisikou Ayuk Tabi et tous leurs camarades qui croulent dans les geôles pour leurs pensées politiques. Je me lève ici au nom de tous ceux qui cherchent vraiment dans quel forum de ce monde ils pourront pouvoir en faire entendre leur voix et la faire entendre en considération réellement. Je suis Talla Sibafo, celui que vous avez appelé Blarnesson, fils et petit-fils des survivants du génocide Bamileke. Je porte sur moi et pour tout le reste de ma vie les conséquences de la torture dans les services de la sécurité militaire de Yaoundé. Nous étions plusieurs. Pendant 2 semaines, nous avons vécu l'enfer sur terre. Je n'oublie pas Bangui, je n'oublie pas Kampa, je n'oublie pas Sanki, je n'oublie pas Bello, je n'oublie pas Femo. Pardonnez-moi. Ce jour, c'était difficile. Pendant 2 semaines,
nous avions vécu l'enfer sur terre. Nous étions environ 15 personnes. Je n'oublie pas le prénom du plus menaçant de nos tortionnaires, un certain Émile de Sarbaïmé. Il nous le disait sans se cacher. Les signes physiques et optiques sur mon corps sont les ongles en moins sur mes orteils. La voix surprenante, rock, avec laquelle vous m'écoutez, crier, et la réaction tardive suite à la torture en l'an 2000 à la sécurité militaire de Yaoundé. Les signes qui ne sont pas optiques détertés par la médecine, qui sont les sens en moins que je porte. À tout moment, certains problèmes de santé peuvent surgir dus à cette torture. Mon dossier médical en témoigne. Lorsque j'ai raconté pendant ma procédure de la demande d'asile en Allemagne, on ne me croyait pas, c'était impossible. Et ce qu'on me pose comme question tout le temps, c'est de savoir, mais si c'était aussi horrible que tu veux nous décrire, comment tu es sorti vivant, jusqu'au jour où sur la pression de certaines associations de droits de l'homme et de certaines organisations, ils ont décidé de m'envoyer à une faculté de médecine spécialisée pour cela, qui se trouve dans la ville d'Hannover en Allemagne. À chaque fois que je racontais cette histoire, on m'arrêtait et on devait faire un test pour voir si effectivement j'ai des sens qui sont touchés. Et c'est à la fin de cet examen, dont j'ai le rapport avec moi, donc je peux mettre à la disposition de toute organisation qui peut prendre cette affaire de longueur en jeu. Je peux même témoigner que j'ai été aussi victime et décrire encore comment se passent ces scènes de torture un peu plus, où besoin peut se poser et de remettre ces documents. Il est bien vrai, c'est en allemand, mais on peut le traduire en français et en toutes les autres langues. Black Nation, sans te couper. Hein. Oui. Je veux juste que tu nous expliques les détails de la torture, parce que, ouais, pour qu'on y Voilà. Attends. Oui, les détails de la torture, mes chers frères, mon peuple. Comme vous aviez vu taper avec la machette, dans notre cas, en l'an 2000, à la sécurité militaire de Yaoundé, la chaise que vous voyez, il s'assoit dessus et tourne la face vers toi, pendant que l'autre te tape les pieds. Et il a des bouteilles d'eau qui te versent sur la tête. Lorsque ça finit, l'un de leurs camarades lui donne encore. Il te verse sur la tête. En te giflant, en te tapant sur la tête, tu es vraiment traumatisé. Tu es vraiment traumatisé. À un moment donné, tu pleures au début, mais ça, ce n'est que pour le début. À un moment donné, quand tu es trop traumatisé, c'est fini. Tu te laisses, tu dis que bon, tu t'en vas. Tu dis que tu t'en vas, tu dis que je meurs. Je peux partir. Tu souhaites même mourir. Et c'est à la fin, quand il te laisse te reposer, parce que tu es en train de combattre. Tu es en train de combattre entre ce qui se passe et ton existence toi-même. C'est là où le gars s'en va prendre
une tenaille quelque part et il vient m'arracher les ongles sur les orteils. Black Nation, c'est en plein sommeil. Non, ce n'est pas en plein sommeil. Ce n'est pas en plein sommeil. Il est encore sur toi. Tu as encore les pieds sur cette chaise. Le gars est encore assis sur toi. Il te laisse juste le temps de te reposer quand tu vois le gars, le Émile de Sarbaïmé venir avec une tenaille. Quand il enlève, il te montre, il vient te montrer. J'ai mes orteils. Celui qui veut voir peut voir. Lorsque tu vois mon pied gauche, lorsque tu vois mon pied droit... J'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu l'occasion, parce qu'on s'est vu plusieurs fois. Oui. J'ai eu l'occasion. Donc c'est ça. Et les conséquences de cela, c'est que c'est toujours plus difficile pour celui qui a été victime de la torture de raconter. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de raconter, je peux comprendre, vous aviez relancé plusieurs fois le frère. Le frère Kouachou Roland Bernard. Vous l'aviez relancé plusieurs fois pour qu'il décrive. Ne l'en voulez pas. Pour moi, lorsque je vois, si j'ai vu comment il se comportait. C'est parce que quand il veut raconter, il revit les douleurs. Il revit. Quand je raconte c'est comme si je vivais encore ça. Et ce n'est pas agréable. Ce n'est vraiment pas agréable. Les juges, j'ai vu pour la première fois les juges blâmer les autres juristes chargés de l'immigration en Allemagne sur mon cas. Et leur a demandé, est-ce que vous aviez lu ce rapport de la médecine? Parce qu'ils ont négligé, bon, pour des raisons que je ne connais pas. Et quand le juge a lu, le juge a dit qu'on ne me donne pas la parole. Parce que je ne dois plus raconter. Parce que c'est écrit dans le rapport qu'on ne doit plus m'interroger sur ce sujet. Et c'est ça qui m'a donné. C'est ça qui a permis qu'on me donne le statut de réfugié avec laquelle je vis en Allemagne. Cette torture est tellement horrible, c'est-à-dire, ça donne le goût, d'après ce que vous aviez un expert sur le plateau, qui peut témoigner, ça donne le goût à un homme de se suicider. Ça fait que l'homme ne fuit pas. Il y a beaucoup de réactions que la torture peut provoquer. Beaucoup, on ne peut pas compter. Ouais, oui. C'est pas faux. Ouais, pour sortir, hein, je veux savoir, et la voix, et ta voix rock là, elle est quoi? Oui, ma voix rock, lorsque j'ai eu le problème de voix, on ne m'a pas caché de dire que ça vient depuis la torture. Ce sont des réactions tardives qui sont venues depuis cette torture. Et je devrais absolument suivre une opération chirurgicale dans le cou, au niveau du cou. Et c'était situé, il fallait rectifier, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont des termes techniques que je ne comprends pas, au niveau de la voix, au niveau de la corde vocale, parce que quand nous parlons, ils m'ont expliqué que c'est une corde qui vibre pour nous permettre de parler. Alors, ça a touché cette corde, et cette corde, je n'ai plus. C'est un miracle si je parviens encore à parler. Tout ça, c'est la suite de la torture. Merci. Oui, pour chuter, oui, vas-y. Pour chuter, d'autres problèmes de santé peuvent encore surgir en moi. Vous aviez un expert qui peut... Ils m'ont dit,
que d'autres problèmes peuvent encore surgir en moi, dû encore à cela. Lorsque monsieur Wamen vous montre la plante de ses pieds, lorsque ça devient dur, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut aller jusqu'à toucher votre appareil de reproduction. Il a fallu qu'on teste même mon appareil de reproduction. J'ai des sens que je ne retrouverai plus jamais mon dossier médical. Et actuellement, je suis un handicapé vocal de 50%. J'ai cru que pendant que je devais vous expliquer, je devais avoir un arrêt de la voix parce que pendant que je vous parle, à tout moment, ma voix peut s'arrêter. Ok, on va t'épargner ça, que ça ne se passe pas sur ce panel. Beaucoup de courage à toi. En tout cas, tu restes avec nous sur le panel. On va écouter des experts par rapport. Mais Gaëtan, c'est toi qui devais réagir. Mais s'il te plaît, Nana a vraiment un problème de connexion. Branco a un problème. On va permettre à Branco de parler de son cas. Oui, merci. S'il te plaît, laisse-moi placer quelque chose. Alors, j'aimerais rappeler à ceux qui nous écoutent que les termes utilisés dans ce live sont extrêmement difficiles et il se pourrait que TikTok restreint le live. Donc, n'hésitez pas à tapoter pour contrecarrer cette action-là. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Parce que les termes sont vraiment des termes qui peuvent faire que le live saute. Donc, voilà. Merci, Steph. Vas-y. Merci. Serge, est-ce que tu es là? Oui. Bonsoir mon frère, bonsoir le panel, bonsoir problème de connexion, mec, bonsoir docteur Bano. Ouais. Oui. Bonsoir. Rosange Dumeni, bonsoir ma soeur. Gaëtan. Merci. Oui, c'est. Oui, la connexion n'est pas évidente, vraiment. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Bon. Vous avez répondu à mon bonsoir. Ça veut dire que vous m'écoutez. C'est vraiment difficile. Déjà, je suis dans une zone un peu enclavée. Je me suis déplacé à une heure tardive pour pouvoir, n'est-ce pas, partager, informer l'opinion nationale, internationale et l'Afrique de tout ce qui se passe au Cameroun. Oui. On n'a plus ton retour. Stéphane, je t'écoute, hein, je sais pas. Oui, vas-y. En tout cas, nous, on veut écouter ton témoignage. La tortue. Je ne sais pas si je me fais. Oui, vas-y maintenant. Maintenant, c'est bon. Vas-y. Stéphane, vous m'écoutez là? Oui, là, je t'écoute. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est difficile là. Est-ce que je me fais... Est-ce qu'on m'écoute là? Nana, Serge, on t'écoute très bien, parfaitement. Peut-être c'est toi qui n'as pas de retour. Vas-y, Serge, okay. Donne ton témoignage. Vas-y, donne ton témoignage. Je vais à... D'accord. Le témoignage que je vais donner a pour point principal le passage au CED. Parce qu'avant qu'on ne passe au CED, on est passé à la brigade de Banganté, on est passé à la PJ de Bafoussam, on est passé à la DPJ d'Elik et Sono, on est passé au GSO. Mais dans toutes ces je sais pas comment on va appeler ça, ces services de sécurité, ils ont des noms qu'ils ont donnés à la salle de torture, parce qu'ils ont des salles de torture. Vous allez entendre ailleurs, on va parler du QG. Ailleurs, c'est le laboratoire, d'un autre endroit, c'est le Pentagone. Ça veut dire que c'est des endroits, n'est-ce pas, c'est une salle qui est spécialisée. Quand on vous amène là-bas, c'est pour la torture. J'ai été kidnappé à Kondengui le 22 juillet 2019 et j'ai été amené d'abord au CT et après au CED. Lorsque je suis arrivé au CED, l'expression qu'on a dit, c'est « il est arrivé ». Quand je suis arrivé, il y a eu, ils étaient au nombre de 5. Ils ont commencé à me torturer. Les tortures, c'est quoi? C'est des coups de poing qu'on vous donne, c'est de la matraque qu'on frappe sur vous, c'est de la machette, mais moi particulièrement, on m'a pas torturé. Parce que ma part, c'était le courant électrique et les frondes qu'on tape sur vos parties, on tire la fronde, on frappe sur vos parties génitales. En vous posant la question, pardon, on m'a posé la question,
est-ce que tu as déjà les enfants? J'ai dit oui. Ils m'ont répondu, ça tombe même bien parce que on va s'arranger à ce que, n'est-ce pas, t'as pas suffisé comme ça là. Et c'est comme ça que j'ai été torturé. On a mis du courant sur les parties génitales. On m'a vraiment torturé. Quand je dis torturé, c'est pas les trucs. Quand les gars le font, ceux-là avaient mis de la musique. C'est-à-dire, ils mettent une musique en fond sonore. Pendant qu'ils vous torturent, ils écoutent la musique. À un moment, ils vous demandent de vous lever, vous danser. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des simulations de noyade. Il y a un récipient où on plonge la tête à l'intérieur. On vous plonge la tête jusqu'au moment où ils sentent que vous êtes étouffé. Ils vous retirent. Vous prenez un peu d'oxygène et ils vous replongent comme ça. Ils vous posent des questions. Les questions qu'on me posait, c'était quoi? Quels sont mes rapports avec Maurice Kamto? Ils ont suivi que je suis le bras droit de Maurice Kamto. Je sais pas. Ils ont suivi que je suis le garde du corps de Maurice Kamto. Après, c'est que je suis le chauffeur de Maurice Kamto. On m'a torturé comme ça du 22 juillet jusqu'au 5 août. Parce qu'on nous a amenés au tribunal le 5 août. Et après, on m'a ramené encore au CED. J'ai passé la nuit. C'est le 6 qu'on m'a amené en fou. Je voudrais dire ici que les tortures là-bas consistent en quoi? On peut vous mettre sur la balançoire. On vous menotte, on vous passe la barre de fer sur les mains et les pieds. On peut vous placer sur la chaise comme vous avez vu là. On frappe la matraque sur vos pieds, soit sur la plante des pieds, soit sur le tibia. Parce que moi, j'ai reçu la matraque sur le tibia, j'ai des ouvertures. J'ai également reçu le courant électrique et cela m'a laissé les kéloïdes, parce que j'ai les kéloïdes sur tout le corps, n'est-ce pas, dû aux mutilations que j'ai reçues là-bas. Et cela se fait chaque jour. On venait, on me retirait, on m'amène, on vient, on me retire, on m'amène. Et il y a une expression qui a été dite là-bas par un monsieur, son nom qu'on lui a donné là-bas, c'est Tchougnoris. Il nous avait dit, ici, les droits de l'homme n'existent pas. Si ça vous dépasse ici, si ça nous dépasse ici, donc il a dit, beaucoup sont venus comme vous et ils se sont retrouvés en fou. Il y a le cimetière en fou. On a compris de quoi il voulait dire. Et le corps de Martinez se retrouvait dans la Mofo à Famba. Ça veut dire quand ça ne va pas, n'est-ce pas, on vous extermine et on peut vous jeter là-bas. S'il y a un endroit où on peut vous enterrer, on vous enterre. Nous avons été torturés comme ça. Je n'étais pas seul. C'est vrai que beaucoup ont été torturés de façon sporadique. On les torture, on les laisse, mais pendant tout le séjour, pendant presque 14 à 15 jours, c'était comme ça qu'on a procédé. On vient, on me retire, ils avaient des expressions. Vous lui avez donné le petit déjeuner. Nana, Sèche Branco, est-ce que tu étais le seul qu'on retirait chaque jour? Au sort, on va te réchauffer. Et à un moment, ils ont dit, il y a l'un qui a dit, nous allons te torturer jusqu'à ce que tu vas mourir. Et si tu ne meurs pas, je vais utiliser ces mots parce qu'il faut me permettre. Si tu ne meurs pas, nous allons te baiser. Et si mon pénis ne se lève pas, nous allons utiliser le bâton. Ce sont des mots, c'est les mots qui ont été dits là-bas. Et pendant qu'ils me torturaient, ils disaient qu'ils vont se rassurer que je ne sois plus jamais le nana qu'on disait. L'objectif ici, c'est quoi? C'est de toucher le psychisme de l'être humain que nous sommes. C'est une sorte de déshumanisation. Oui, parce que dans tous ces services de sécurité, nous avons été torturés. Même pas des mots, même pas de la façon de nous traiter. Mais le point culminant, c'était au 7. Oui, c'était au 7 où j'ai vraiment côtoyé la mort. Je ne peux pas vous mentir. À un moment, j'ai invoqué la mort. Demandé à la mort, prends-moi. Mais la mort a dit non, je ne te prends pas. J'ai dit invoquer la mort, que ça ne vaut pas la peine. Je me rappelle, lorsque je suis arrivé, on m'a torturé. Et à un moment, il y a un colonel qui est venu. Il dit, Nanayo, j'ai dit, j'ai encore fait quoi? Il demande à ces éléments, occupez-vous de lui. C'est comme ça qu'ils se sont amassés sur moi. On m'a roué de coups de poing et de coups de matraque. On m'a donné un coup à la tête. J'ai même une ouverture, j'ai la cicatrice. Je me suis évanoui. Je me réveille, je ne sais pas combien de temps après.
la tête était posée sur la cuisse d'un ami politique qui est docteur Kwam, et il avait lavé ses blessures, cette blessure-là. Les séquelles, lorsqu'on m'a transféré à la prison de Fou, je pouvais causer avec vous comme ça. À un moment, je m'évanouis. Docteur Oko a dû prescrire, lorsqu'il est sorti de prison, il a prescrit un scanner. Je suis allé faire le scanner et on m'a prescrit des comprimés, des remèdes que je buvais. Donc, pour permettre, n'est-ce pas, que je puisse, que les séquelles ne soient pas, n'est-ce pas, définitives. Et avant cela, j'ai fait carrément 3 semaines où je pissais du sang. 4 mois sans érection. J'ai dit bien 4, plus de 4 mois. Quand il dit 4 mois, c'était plus de 4 mois sans érection. Donc le chromatisme était vraiment profond. Parce qu'on ne peut pas vous torturer les parties génitales avec le courant électrique et vous pensez qu'il n'y aura pas de séquelles. Non, il y aura des séquelles. Les séquelles restent. Et même les séquelles, même sur nos comportements aujourd'hui, même ma façon de réagir face à certaines situations, on comprend que non. Je sais pas, on appelle ça le stress post-chromatique, que celui-ci a été chromatisé par il y a une situation qui a chromatisé celui-ci. C'était pas facile du tout. La situation était très compliquée. Déjà, on nous privait d'alimentation. On nous a privé d'alimentation pendant plusieurs jours. On se contentait de l'eau qui coulait parce qu'il y avait un robinet et l'eau coulait en permanence. Tu bois de l'eau et tu restes tranquille. Ça, c'est toujours une forme de torture. Il y avait les insultes. On nous lancer les mots. Vous suivez Kamto va vous donner quoi? C'est comme si Paul Biya nous avait déjà donné quelque chose. Moi, je ne sais pas. Paul Biya n'a rien donné à personne. Donc, et il n'a pas donné, je ne pense pas qu'on doit suivre un monsieur qui est comme celui-là. Mais il faudrait que les gens comprennent que du 22 juillet au 5 août, c'était en permanence. C'était en permanence. Et ceci était couronné par des interrogatoires. Parce que chacun venait, il m'entend sur PV. Chacun vient, il m'entend sur PV. Je me rends compte même au tribunal que ce que je n'avais pas dit était mentionné dans le PV. Et on vous fait signer cela de façon obligatoire. Vous ne lisez pas. Parce que quand on vous fait partir. C'est après peut-être 2-3 jours, on vous appelle, on dit signe ici, tu signes. On ne peut pas te torturer, on dit signe ici, tu ne signes pas. Parce que tu ne sais pas ce que, si tu ne signes pas, n'est-ce pas, on va te faire. Ça n'a vraiment pas été facile. Et les séquelles restent jusqu'aujourd'hui. Je parlais du corps qui est recouvert des cicatrices dues aux mutilations. Je parle par exemple des réactions. Lorsque je suis face à une situation, je peux vous avouer que la situation de longueur, depuis que j'ai vu cela, je ne dors pas. Il ne se passe même pas une semaine. Depuis que je suis sorti de prison, je n'ai jamais fait une semaine sans faire les cauchemars. Jamais. Déjà, peut-être j'ai un peu eu la chance d'avoir causé avec le docteur Mbanou, peut-être 2-3 fois. Mais il faut vous avouer que ce n'est vraiment pas facile. Qu'on ne vous trompe pas. Les séquelles restent, c'est à vie. Vous êtes marqué à vie. Oui. Je ne sais pas s'il y a une question. Merci, pour non, me relancer, je ne sais pas trop. Ouais, non, tout à l'heure. On va revenir. Merci, merci beaucoup, Serge Branco-Nana. Merci pour ce témoignage très fort. Je demande aux amis, partagez, protégez ce live. C'est très intéressant parce qu'on va écouter, après Gaëtan, on va écouter les experts. Tapoter, envoyer des cadeaux pour protéger ce live. C'est très intéressant. Ça doit toucher les coins et les recoins du monde entier. Il faut qu'on écoute finalement les Camerounais qui vivent la dictature de M. Paul Biya. Oui, Gaëtan, on va finir les témoignages avec Gaëtan. Bonsoir à tous. Bonsoir au panel. Bonsoir Maître Fabien Kenyé. Bonsoir Docteur Jock, Rosange, Serge Branco, mes compagnons d'infortune. Salut à vous. Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir organisé cette grande émission, ce grand programme qui nous permet de vider nos sacs, qui nous donne la parole pour dire notre souffrance, dire ce que nous avons subi du fait de notre engagement politique auprès du professeur Maurice Kamto. Ce qui au Cameroun est constitué comme un crime, bien évidemment.
j'ai vécu ce que beaucoup connaissent déjà, mais bon, s'il faut éclairer la lanterne de ceux qui l'ont oublié ou de ceux qui ont pris le temps en marche et peut-être n'ont pas vécu certains points saillants de notre grande marche vers la libération du Cameroun, c'est avec grand plaisir que je le fais ici. Non pas pour m'apitoyer sur mon sort, non pas pour pleurnicher, pour susciter une quelconque pitié, mais surtout pour étaler aux yeux du grand monde l'aspect le plus hideux du régime qui sévit, prêtez-moi l'expression, au Cameroun depuis une 50aine d'années. Ce n'est pas un régime qui gouverne, ce n'est pas un régime qui règne, mais c'est un régime qui sévit, qui fait des malheurs, qui torture. En ce qui me concerne, les faits remontent au 26 janvier 2019, peu après les élections présidentielles. Tout le monde sait quels ont été les résultats. La position du MRC, parti auquel j'appartiens, à savoir que nous avons réfuté les résultats, pas seulement pour les réfuter, mais en nous appuyant sur des faits qui sont assez éloquents. Donc, pour manifester notre mécontentement, pour dire non à la mascarade qui avait donné lieu à la réélection de M. Paul Biya à la tête de notre pays, le MRC a lancé le plan national de résistance qui avait comme axe majeur des manifestations pacifiques et notamment celle du 26 janvier sur l'étendue du territoire national. À l'époque, j'étais jeune enseignant, professeur au lycée de Kekem, à l'ouest du Cameroun, professeur vacataire si ça vous intéresse. Et j'ai dû me déplacer de Kekem pour aller manifester à Douala. Pourquoi avais-je décidé d'effectuer ce déplacement? Parce qu'à Kekem, je n'avais pas la capacité de constituer une masse critique. Et je n'avais pas envie d'être spectateur de ce moment déterminant de l'histoire de notre pays. Je croyais que ces manifestations pouvaient faire bouger les lignes. Et j'ai voulu être dans la mouvance. Donc, je suis parti, j'ai regardé autour de moi. J'aurais pu aller à Bafoussam pour rejoindre d'autres manifestants là-bas. Mais ce qui m'a paru le plus pratique, c'était d'aller à Douala. Donc, j'ai pris la route. Je suis arrivé à Douala, j'ai de la famille là-bas. C'est une ville que je ne connais pas trop bien pour n'y avoir pas séjourné pendant longtemps. Mais j'y suis allé, j'ai d'ailleurs squatté chez un ami autour de l'université de Douala. Le quartier s'appelle Ange Raphaël. Donc, le vendredi matin, je sors pour aller manifester. Quand je dis nous, c'est parce que je suis parti de la maison avec l'ami en question. Mais lui, il n'a pas pris part à la manifestation. Et c'est drôle parce que quand nous partons, il me dit, tu sais quoi, il est un peu bègue. Il me dit, je vais rester prier parce que tout le monde ne peut pas aller manifester. Il faut ceux qui manifestent et ceux qui prient. C'est drôle. Et donc, il m'a accompagné jusqu'à un certain niveau. Il est rentré, il a dit, bon, on se tient au jus. Je suis allé. J'étais très connecté. J'ai vu des images de Célestin Djamène qui, avec une pancarte, était accompagné de quelques jeunes. Et ils ont indiqué qu'ils étaient au niveau du carrefour Basson, je crois. Au carrefour Basson, c'est vers Lok-Bessou. Je crois bien, oui. Et donc, j'ai essayé d'aller vers là. En arrivant au carrefour Basson, j'apprends toujours via Internet que Célestin Djamène est parti de là avec sa caravane vers le rond-point Makepe Petit Pays. J'emprunte une moto qui m'a coûté, je crois, 150 ou 200 pour les rejoindre au rond-point Makepe Petit Pays. Sauf qu'en arrivant là-bas, on a tiré déjà sur Célestin Djamène. On a tiré sur Célestin Djamène et je trouve une poignée de personnes là-bas presque tétanisées. Il y avait des jeunes majoritairement, il n'y avait pas trop de personnes âgées. Il n'y avait pas trop de personnes âgées. Donc, on est là-bas, on se concerte très vite et on se dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital général parce que ayant tiré sur Célestin Djamène, on l'a conduit à l'hôpital général aux urgences. Donc, nous sommes là-bas et finalement, on se dit qu'on va y aller pour lui apporter notre soutien, pour qu'il ne se sente pas seul, pour qu'il ne croit pas qu'on l'a abandonné au champ de bataille. C'est comme ça que nous partons du rond-point Makepe Petit Pays pour l'hôpital général de Douala. Pour ceux qui connaissent la ville, c'est un jet de pierre.
Donc nous y sommes allés à pied. Sauf qu'en arrivant à l'hôpital général, la structure était encerclée par les forces de maintien de l'ordre. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment, si on peut toujours les appeler les forces de maintien de l'ordre, en tout cas par les policiers et autres hommes en tenue. Ils avaient constitué un cordon de sécurité. On n'entend pas. Non. Ah oui? Est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend bien. Hein? Ah oui, parce que j'ai cru que quelqu'un disait qu'on ne m'entend pas. Donc, en arrivant à l'hôpital général, il y a un cordon de sécurité autour de l'infrastructure et donc nous ne pouvons pas entrer. On sait que Célestin Djamène est à l'intérieur, mais on reste au niveau du portail central. On est là à regarder les policiers, on est assis à même le sol, à entonner des chants patriotiques, à échanger même avec certains policiers à qui on disait notamment que voilà, on n'a rien contre vous. Vous pouvez bien remarquer que nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas l'intention de casser ou de poser un tort à qui que ce soit. Nous voulons juste manifester notre mécontentement parce que il y a l'organisation, par exemple, de la Coupe d'Afrique des Nations. Les chantiers n'ont pas été livrés, les budgets sont en train de partir, on ne sait pas trop ce qui se passe. On veut voir clair dans cette histoire. On essayait d'égrener le chapelet des raisons qui nous ont poussés à manifester. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'était juste pour protester les résultats des élections. C'était aussi pour dire non à la guerre au Nozo et demander un dialogue national inclusif. C'était aussi pour demander une révision consensuelle du code électoral pour que, à l'avenir, on ne se retrouve plus dans des situations pareilles. Donc, on était en train d'expliquer ça aux policiers qui nous regardaient et qui avaient même l'air de bien comprendre notre démarche. Il y a d'ailleurs une image, qui circule où nous étions assis à même le sol pour leur montrer qu'on était inoffensifs. Et pendant un bon moment, il y a eu comme une phase d'observation où nous n'avons lancé aucun assaut et eux-mêmes ils ne nous ont pas brutalisés. Sauf que, subitement, comme par enchantement, je ne sais pas s'ils ont reçu des instructions de qui il faudra bien qu'on nous dise un jour, mais ils sont devenus violents. Ils sont devenus méconnaissables et ils ont commencé à nous charger de gaz lacrymogène. Ils ont commencé à nous poursuivre et c'est comme ça qu'on s'est dispersé. Comme je vous ai dit au départ, je ne connaissais pas la ville de Douala. Et parmi ceux avec qui je manifestais, je ne connaissais personnellement personne. Donc, je savais juste que ce sont des gens qui visent le même idéal que moi. Et donc, on est des amis, on manifeste ensemble, on se parle. Mais si on me dit tel s'appelle comment, je ne le connais pas. On manifestait juste. Et donc, à partir de ce moment où c'est la débandade totale, c'est le sauve qui peut. Chacun prend sa route et j'essaye de me frayer un chemin. Je traverse la route en face de l'hôpital général, je rentre dans un quartier. Je suis en train d'essayer de m'éloigner le plus possible du théâtre des opérations, de l'entrée principale de l'hôpital général. C'est comme ça que je suis pris au piège. Je suis cueilli dans ce bas quartier-là par des compatriotes. Si j'insiste sur la description des compatriotes, on m'accusera de tribalisme, mais ce sont des faits. Je suis cueilli par des compatriotes qui me disent que nous sommes venus s'aimer le désordre chez eux et qu'on a intérêt à aller faire nos bêtises là chez nous, à l'ouest. Je sens qu'ils ont l'accent bassa et ayant fait des études de lettres, j'ai appris que tu peux toujours te ranger du côté de quelqu'un ou ramener quelqu'un vers toi si tu réussis à lui parler sa langue. Exemple bête, si tu vas en Chine et tu es tout noir, tu réussis à parler en chinois, tu peux obtenir de bons prix chez les commerçants chinois. Donc je me dis, sentant déjà que ces gens étaient assez remontés, que je dois sortir tout ce que je sais en Bassa. Et donc je lui dis, Magnan, est-ce que je vous ai provoqué? Certes, on a manifesté, mais c'était devant l'hôpital. Ils nous ont dispersés et je suis en train de fuir. On est en train de partir là, j'essaie juste de rentrer chez moi. Ils me disent, non, 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 ah, tu veux jouer au show, machin. Donc, ils sont de plus en plus violents. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que quand j'ai dit Magnan, ils sont devenus encore plus violents. Ils m'ont dit, nous ne sommes pas des frères. Arrête de nous appeler Magnan. Nous ne sommes pas des frères, nous ne sommes pas Bamileke, allez faire vos bêtises. À l'ouest, allez aussi faire vos bêtises. Ils parlaient de l'ouest beaucoup plus, mais aussi de Bépanda. Je ne comprends pas pourquoi ils ont parlé de Bépanda. Pourtant, c'est aussi dans le littoral. C'est plus tard qu'on m'a expliqué que c'est parce que Bépanda est considéré comme le quartier le plus Bamileke de Douala.
Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, pour faire court, ils m'ont baratiné là-bas pendant une quinzaine de minutes. Et je n'ai pas compris que pendant qu'ils le faisaient, ils étaient en communication avec les policiers. En gros, ces jeunes étaient des indiques qui étaient chargés de tamiser, de récupérer dans les quartiers tous ceux qui avaient pris part aux manifestations pour les livrer aux policiers. Donc, pendant qu'on est en train d'échanger et que je suis en train de négocier pour qu'ils me laissent partir, parce que dites-vous bien que j'étais au milieu tout seul d'une dizaine de gros bras. Vous voyez un peu? Et donc, je ne pouvais pas me défaire de leur marquage. J'essayais de négocier pour qu'ils me disent, voilà, pour qu'ils m'ouvrent le couloir et me disent, vas-y. Sauf que d'un moment à l'autre, il y a les policiers qui sont arrivés et c'est comme ça qu'ils m'ont livré aux policiers. Le policier me fait donc signe du bout de son fusil, de sa carabine, d'avancer, de passer, donc de venir pour qu'il m'escorte vers l'endroit où nous étions au départ. Sans résister, je viens parce que je me reproche vraiment de rien. Je ne comprends même pas pourquoi, parce qu'on était là avec ces mêmes policiers il y a quelques minutes et il n'y a pas eu de propos déplacés. Ils nous ont dispersés et on est parti. Donc on me récupère là-bas, je comprends rien. Il me dit donc avance. Je suis en train d'avancer devant lui. J'avance et il commence à vociférer comme... Je crois que beaucoup ici ont vu cette vidéo. Parce que quand j'avance, au bout de quelques minutes, il actionne son fusil et me tire dessus, dans le dos, alors que j'étais en train d'avancer. Je n'avais même pas résisté. J'étais en train d'avancer. Il me dit, avance, avance. Tu as dit que tu allais marcher, non? Marche alors. Gaëtan, il Oui. tire au niveau de ton dos ou bien sur le pied? Non, je veux dire, il tire au pied, mais dans le dos, parce qu'il est dans mon dos, lui. Ok. Il n'est pas en face de moi. Ah, il n'est pas en face de toi. Il Moi, calcule le pied. oui, il me tire au pied, à la partie arrière de la jambe. Donc tu ne vois même pas, tu ne vois pas, tu ne sais pas comment tirer. Je suis juste en train d'avancer, il est derrière moi en train de balancer des propos auxquels je ne réponds même pas. Quelque part, si vous voyez le début de la vidéo, je me retourne un peu pour lui dire, mais je suis en train d'avancer, chef. Vous voyez un peu? Parce qu'il dit, avance, avance, avance. Tu as dit que tu allais marcher, non? Marche alors. Je lui dis, chef, moi voici, j'avance, dites-moi où on va. Et j'ai à peine fini de lui dire ça que j'entends, boum, dans la jambe. Je m'écroule. Je commence à saigner. Ma vie commence à défiler dans la tête. Et il vient pointer à nouveau le fusil sur moi. Il me dit, lève-toi, tu marches. J'entends d'ailleurs que si je ne me lève pas, il m'achève. Et donc, à partir de ce moment, j'ai un nouveau souffle qui vient de je ne sais où, qui me fait me lever. Et je me mets à sautiller sur une seule jambe. Je sautille sur environ une dizaine de mètres, voire un peu moins, parce que voilà, c'est là où comment je vais dire, mes souvenirs s'arrêtent. Je sautille jusqu'à un niveau, je m'écroule parce que je perdais beaucoup de sang et je perds connaissance aussi. Ce n'est que quelques heures plus tard que je me réveille à mon tour à l'hôpital général de Douala, aux urgences. C'est-à-dire que là où j'allais porter secours à Célestin Djamène, je me retrouve aussi interné avec une jambe, on va dire quoi, explosée, et puis tout ça, on m'a fait des radios, on a extirpé, on a extrait la balle, que je n'ai plus jamais revue. Ils ont extrait la balle, j'ai voulu récupérer, ils m'ont dit non, machin truc, ils nous ont baratiné là-bas, parce que je n'étais pas seul. Comme vous avez dû comprendre, j'ai rejoint Célestin Djamène, et quelques temps après, on a ramené d'autres personnes. Le plus illustre parmi les personnes... Quelques secondes, s'il te plaît, Gaëtan. Il faut rappeler que la vidéo existe, mais nous ne pouvons pas mettre la vidéo parce que TikTok, finalement, nous avons des restrictions. Et si on met, on va couper ce direct. Mais la vidéo existe. Vous pouvez taper le nom Gaëtan, militant MRC. Sur ma page Facebook, je l'ai posté. Même sur sa page Facebook, vous allez voir cette vidéo. Elle existe. Comment Michel Ngachou également, Michel Ngachou, l'ancien journaliste d'Equinox TV, l'a également posté il y a 2 jours à nouveau. Voilà, Michel Ngachou l'a republié il y a 2 jours. Donc vous pouvez aller voir. Pour les Africains, tout le monde, ceux qui ne croient pas, vous pouvez voir la vidéo, elle existe. Nous, on ne peut pas présenter cette vidéo, malheureusement. Oui, vas-y mon frère, tu chutes, c'est bon. Voilà. Donc je me retrouve à l'hôpital général, d'autres personnes viennent nous rejoindre, parmi lesquelles Guy Laurent Kouam, que vous connaissez tous, GLK. Lui qui avait un bras cassé parce qu'on l'a suivi et puis il a reçu plutôt des sévices corporels. Et nous avons passé 2 jours à l'hôpital général en observation. Certains parmi nous qui n'avaient que des blessures légères, superficielles, voulaient même déjà retourner chez eux. Sauf qu'on ne faisait que nous dire d'attendre, on nous trimbalait et tout et tout. Et nous-mêmes, on ne comprenait pas.
là, c'était le 26 samedi. On est entré, moi, perso, je suis arrivé à l'hôpital autour de 11h, 12h. Et le 28, autour de 18h, nous remarquons qu'il y a un renforcement du dispositif sécuritaire autour de l'hôpital général. Il y a un peu plus de policiers parce qu'il faut dire que depuis notre arrivée dans ces lieux, il y avait des policiers qui rôdaient. Donc, le nombre se multiplie au moins par 20. Il y a vraiment beaucoup trop de policiers à l'hôpital général. Jusqu'à ce qu'ils décident de passer à l'assaut. Je le dis aujourd'hui après avoir pris du recul, mais on n'avait rien compris en ce moment-là. Donc, ils viennent dans ma cellule, plutôt dans ma salle d'hospitalisation, et me disent, alors, messieurs, c'est sur vous qu'on a tiré. Je dis oui. Il me dit, alors, on va vous amener dans un endroit pour des soins plus appropriés. On va vous sortir d'ici pour vous amener à un autre endroit pour des soins plus appropriés. J'avais une perfusion sur la main qu'ils ont arrachée. J'ai commencé à me dire, tiens, c'est quel endroit pour des soins plus appropriés où vous m'amenez en m'arrachant la perfusion comme ça. Vu que je ne pouvais pas marcher, ils m'ont tenu par les deux bras, donc un policier à chaque côté, et m'ont amené à l'entrée de l'hôpital où nous attendaient des blindés. Je l'ai découvert une fois à l'extérieur. J'ai compris que ce n'était pas pour des soins plus appropriés. Donc, ils nous ont mis dans des voitures, direction la DRPJ, Délégation Générale de la Police Judiciaire, quelque chose comme ça, à Bonanjo. Ils ont commencé à nous auditionner, à nous demander combien on avait reçu pour prendre part aux manifestations, pourquoi nous voulons déstabiliser le Cameroun, et donc des questions sur nous, personnellement, nos vies, qu'est-ce que nous faisons, et ainsi de suite. Et à la fin, parce qu'ils le faisaient sur procès verbal, à la fin, ils nous ont d'ailleurs demandé si on voulait rentrer, si on était capable plutôt de rentrer chez nous à cette heure-là, parce qu'il était pratiquement minuit déjà. Ils nous ont demandé, est-ce que si on vous laisse maintenant, vous pouvez rentrer chez vous? Nous disons oui. Sauf que, élément nouveau, au moment où ils nous posent cette question, il y a un autre bruit bizarre à l'extérieur, dans la cour de la salle où on était en train d'être auditionné. On lève la tête à travers la fenêtre, on aperçoit le professeur Kamto venir vers la salle où nous étions. Derrière lui, il y avait le conseiller Christian Pendekoka et il me semble Albert Zonga et Paul-Éric Kingé. Il y a eu un ouf de soulagement pendant quelques secondes. On s'est dit que le boss était venu nous sortir des ennuis. Sauf qu'on ne savait pas que eux aussi, ils venaient d'être happés chez Albert Zonga à Mobile Guinness, à Ndokoti. Donc plus tard, on comprend qu'au moment où une équipe, un escadron est venu nous embarquer à l'hôpital général, une autre était allée au même moment chez Albert Zonga pour enlever le professeur Kamto et une centaine de militants. Donc quand ils arrivent, il y a le commissaire Essogo, le délégué régional à la Sûreté nationale, qui est au téléphone en train d'échanger. Et il arrive dans la salle où on nous a interrogés. Il arrache la fiche avec nos noms, froisse le procès verbal de nos auditions et demande aux policiers sur place de compléter la liste avec ceux qui viennent d'arriver. Donc nous étions une dizaine de personnes. Du coup, on a complété avec le professeur Kamto et tous les autres. Nous étions du coup plus d'une centaine. Ils ont négocié en une trentaine de minutes avec une agence de voyage, je dois la citer, Noblesse, qui a envoyé des bus pour qu'on nous escorte nuitamment, pour qu'on nous déporte de Douala pour Yaoundé. Je ne pourrais pas décrire le voyage parce que ça prendra une éternité. C'était un voyage, comme on dit, à tombeau ouvert. On a voyagé dans des conditions dantesques pour arriver à Yaoundé au petit matin, je crois du 29, mercredi 29 janvier. On a d'abord chuté au GSO, au niveau de Van, si mes souvenirs sont bons. Et au même moment où nous arrivions au GSO en Van, les Serge Branco, par exemple, je crois, étaient aussi déjà arrivés, ou bien ils sont arrivés quelques minutes après. Parce que quand nous partions de Douala pour Yaoundé, ils avaient aussi conduit ceux de l'Ouest. Donc, nous nous sommes retrouvés, on nous a centralisés au GSO et avant de nous disperser. Certains sont restés au GSO, d'autres sont allés au CCGMI à Soa et nous autres avons été conduits au CED, au secrétariat d'État à la Défense. Merci, merci Gaëtan. Merci, vraiment, le temps tellement, je ne veux pas abuser du temps des experts. Merci beaucoup. On a compris l'essentiel. Hein.
discussion avec eux. Merci pour les détails. Ben, Maître, oui, je veux d'abord commencer avec Maître King. Tu as écouté les témoignages, vous avez écouté les témoignages des uns et des autres, Maître. Pour vous qui êtes juriste, oui, c'est vrai que c'est passé, ces événements sont passés, on les raconte aujourd'hui. Mais pour vous, quel conseil juridique pouvez-vous apporter à ces victimes aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent se constituer? Est-ce qu'ils peuvent avoir réparation? Est-ce qu'il y a des possibilités de voie de sortie, de porter plainte à l'État du Cameroun? Et de demander aussi, parce que finalement, hein, dans le résumé, quand on écoute les uns les autres, la torture qu'ils ont subie, mais dans ce qui en ressort du témoignage, c'est que les bourreaux le faisaient au nom de quelqu'un qui est le président de la République, qui demande pourquoi vous suivez cet homme politique. Parce que la plupart de ceux qui ont été torturés, c'est par rapport à leur choix, en dehors de Black Nation, qui avait notre problème. Mais les autres, c'était par rapport à leur choix politique, où on les menaçait, pourquoi suivre un leader politique autre que celui de M. Paul Biya. Donc il le faisait forcément pour un homme politique. Alors maître, on vous écoute. Votre micro, démutez le micro de maître. Peut-être sur le plan, je vais procéder peut-être par une certaine extrapolation, parce que voyez-vous, quand des Camerounais en viennent, n'est-ce pas, à arrêter d'autres, leurs compatriotes, pour remettre entre les mains de leurs tortionnaires, ils se rendent ainsi coupables, n'est-ce pas, complices de ces actes de torture. J'ai un député, j'ai eu aujourd'hui une dent contre un certain député de la nation parce qu'il avait eu l'outrecuidance, l'indigestion politique, l'indigeste propos politique de dire que son excellent Blantyre, professeur Maurice Kamto, avait organisé des manifestations pacifiques, avait organisé des manifestations hasardeuses, vous imaginez. Un député de cette nation, dont je vais taire le nom pour ne pas faire polémique, l'a dit, ce qui est vraiment désastreux. Il y a un détail qui peut vous échapper, ou échapper, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent, ou à nous-mêmes sur le panel. Comment pouvez-vous imaginer que dans toutes les régions du pays, nous ayons des institutions judiciaires, n'est-ce pas, et que des Camerounais soient arrêtés dans toutes les régions, sur toute l'étendue du territoire, et soient ramenés à Yaoundé, n'est-ce pas, qui ne se trouve être qu'une autre région. Cela voudrait dire quoi, n'est-ce pas, que à Yaoundé, ou bien ceux qui sont à Yaoundé estiment qu'ils ont un pouvoir de vie ou de mort sur les autres compatriotes. Au tribunal militaire, à Douala, nous avons des tribunaux d'instance, nous avons un tribunal militaire, nous avons, n'est-ce pas, une cour d'appel. Qu'est-ce qui explique que des compatriotes arrêtés au niveau de Douala ou au niveau de l'Ouest, de part et d'autre, soient ramenés au cœur des institutions? Avant de répondre à votre question, j'ai dit tout à l'heure que le traitement inhumain et dégradant, ainsi que le code pénal camerounais réprimait de manière très rigoureuse, n'est-ce pas, la torture. Il faudrait peut-être que je vous donne la lecture, ou je vous donne ce que dit le code pénal que c'est traité de la torture. Il est dit que la torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales, morales, sont intentionnellement infligées à une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements, des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle, n'est-ce pas, ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur cette tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Dans le cadre de cette torture, des actes de torture que vous aurez constaté, les victimes ont été ciblées sur le plan du tribalisme, sur le plan de l'arrestation au faciès. Lorsque j'ai eu dit ça, à date, à l'instant où vous parlons, où je parle, je m'exprime, pour ce qui concerne les militants du MLC, tous les actes de torture qu'ils ont suivis sont documentés. Les auteurs de tels actes désignés et connus, ils continuent à émarger sur nos impôts, les impôts que nous payons, que c'est nous qui payons. Pour les autres victimes,
Nous avons suivi des témoignages. Ce sont des moyens de preuve. Je vous ai parlé de l'imprescriptibilité de ces infractions. Donc ces personnes, peu importe le temps que cela prendra, peuvent, n'est-ce pas, rassembler leurs preuves, saisir toute institution judiciaire. Et je recommande systématiquement, même les tribunaux militaires, pour ce qui concerne les militaires. Les tribunaux militaires pour ce qui concerne les militaires. Parce que les tribunaux militaires sont les seuls compétents pour connaître les infractions commises par les militaires. Même comme, contrairement à ce qui est dit par la loi, nos amis politiques, des civils qui n'ont jamais été appelés sous les drapeaux sont malheureusement traduits au tribunal militaire dont le rôle est de la discipline militaire. Oui, mais souvent dans la mentalité de la victime, après l'incident, parce qu'on a écouté les uns les autres qui se disent, dans la mentalité de par leur conviction politique, se disent en quoi servirait de déposer, puisque c'est toujours eux qui sont aux affaires. Mais ça ne va pas aboutir. Et c'est décourageant. Est-ce que vous leur conseillez justement de rester silencieux, de ne pas porter plainte, ou bien pour vous, même si c'est eux qui contrôlent ce régime, il faut porter plainte? Il ne faut pas se leurrer. Il suffit de poser une plainte. Même dans 100 ans, si vous n'avez pas été rendu, votre descendance peut poursuivre cette procédure. C'est vrai que les auteurs de ces infractions auront peut-être échappé à la rigueur de la loi, peut-être aux emprisonnements, mais sur le plan de l'indemnisation civile, l'État camerounais devrait être naturellement condamné, n'est-ce pas, à faire des réparations matérielles. Je crois que ce n'est pas c'est que toutes les victimes attendent essentiellement. Les victimes voudraient, n'est-ce pas, que ces auteurs, premièrement, soient désignés, jugés et déclarés coupables et répondre des faits, n'est-ce pas, dont ils ont été auteurs. C'est cela. Et j'ai même dit, au-delà même des juridictions camerounaises, si une victime estime, au-delà de sa plainte qu'elle a déposée dans les institutions judiciaires camerounaises, que ces institutions sont infurdées, n'est-ce pas, à l'ordre régnant de 82, ce qui a été fait, elles peuvent porter les mêmes plaintes dans toute l'étendue de la planète. Les juridictions internationales sont compétentes pour juger les actes de torture reconnus, n'est-ce pas, condamnés au niveau des institutions internationales, au niveau de l'ONU. Comme je l'ai dit, la Convention internationale contre la torture, contre les traitements inhumains et dégradants, n'est-ce pas, a recommandé à tous les États, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, connu de tels actes, de prendre toutes les dispositions pour que les personnes qui en sont auteurs soient punies. Donc que les victimes se le disent bien. Maître. Tous les mécanismes internationaux est mis en place pour que ces personnes répondent de leurs actes. Et voyez-vous, je crois que cette émission aussi fait suite à la vidéo de Longueuil qui est devenue virale, avec, comment on dit, ce genre d'émission, n'est-ce pas, la publicité qui s'est fait autour de cette affaire de la vidéo de Longueuil, qui est passée dans presque toutes dans plusieurs chaînes, en boucle, dans toutes les chaînes, dans certaines chaînes internationales. Il y a lieu maintenant pour toutes les victimes d'avoir espoir et de comprendre que ce qui est sur le monde entier a le regard fixé sur l'État camerounais, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent livrer, n'est-ce pas, ces personnes qui ont cru devoir poser de tels actes aussi nobles, des actes sataniques, si ceux qui nous gouvernent ne sont pas complices. Donc ces personnes auront certainement, n'est-ce pas, gain de cause. Ça, c'est une évidence. Et je crois que le premier acte déjà, c'est celui du ministre de la Défense, parce que habituellement, malgré tout, lorsque l'État est acculé, c'est vrai qu'on a toujours ouvert des enquêtes qui ont presque fini à queue de poisson, mais pour le cas d'espèce, depuis dire que toutes les victimes doivent même saisir d'office le ministère de la Défense, puisqu'il a dit, puisque à travers, de par sa réaction, c'est comme s'il n'avait pas été au courant. À ce qui concerne ces infractions de torture commises par les personnes, en tenue notamment les militaires et gendarmes, ce sont les tribunaux militaires qui sont compétents pour juger, et c'est la poursuite, n'est-ce pas, ou le déclenchement de la procédure appartient au ministère de la Défense, qui autorise le commissaire du gouvernement à ouvrir une information judiciaire contre ces personnes. Donc peu importe, même de là où toutes les personnes elles peuvent saisir le ministère de la Défense, même à travers des correspondances, oui, à travers des requêtes. Ce qui est sûr à l'issue, le gouvernement camerounais, tant qu'ils veulent encore, s'ils ont encore une once d'humanisme, devra ouvrir une enquête. Mais pour ce qui concerne les bulletins de GMC, comme je vous ai dit,
les actes de torture ont été documentés, leurs auteurs désignés. Ils sont encore pour la plupart en fonction, en dehors de l'ancien délégué régional de ça de la police judiciaire qui a aujourd'hui pris sa retraite. C'est encore qu'il a, et ce pour ne pas le citer, qui avait cru devoir, vous imaginez, dans une république, traiter son excellent et brillantissime professeur Boris Kamto de capacitaire. Vous voyez avec quel mépris, avec quelle arrogance, ceux qui nous gouvernent peuvent traiter un monsieur de son rang. Si on peut autant traiter Kamto, le mépriser, qui sont ces victimes anonymes face à lui? Merci, maître. Mais pour finir hein, avec vous, maître, au niveau à l'international, quelle sera la juridiction qui sera compétente? Est-ce que c'est la CPI? Qu'est-ce que si les gens veulent s'organiser déjà au niveau de la diaspora, bon, pour les lois, hein, parce que nous avons signé des conventions à l'international, et si les gens décident, parce qu'ils estiment qu'au niveau du Cameroun, c'est peut-être encore, cela c'est l'ordre de 82 qui règne, et s'ils estiment à l'international, quelle est la juridiction justement qui peut agir dans cette compétence, parce que le cas de torture, comment ils peuvent procéder? Je parle par exemple par rapport en France plus particulièrement, nous avons des conventions de coopération en matière judiciaire. Donc si une infraction est commise au Cameroun, on peut vraiment saisir les juridictions françaises qui pour la plupart, comme vous le savez, ont l'habitude d'ouvrir des enquêtes, en ce qui concerne ce type d'infraction. Donc partout où besoin est, toute victime peut saisir dans n'importe quel pays, toute juridiction compétente pour connaître des crimes. Parce que ces infractions relèvent carrément des crimes. Bon, celui qui est en Allemagne peut poursuivre pour déposer une plainte en Allemagne, celui qui est en Belgique, un peu partout. Bien entendu. Okay. Vous avez constaté, vous avez faire, à raison de la coopération judiciaire ou coopération internationale, il y a l'un de nos compatriotes dits financiers de la guerre au Nosso qui a été récemment mis aux arrêts. Donc, que ceux qui ne pensent pas qu'ils sont là. La justice internationale ne s'occupe pas d'eux. La justice internationale va s'en occuper. Et quoi qu'il se passe, s'agissant des crimes imprescriptibles, les victimes doivent se rassurer que peu importe le temps que ça prendra, elles, n'est-ce pas, sur le plan juridique, ces victimes-là auront finalement gain de cause, quoi qu'il se passe. Merci, maître. Merci vraiment de votre expertise. C'est vrai que le temps nous prend en partie. Je ne sais pas si vous voulez rester, vous décidez de rester, pas de souci. Nous, on veut vite évacuer. On est là depuis 19h. Donc, merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose à dire, n'hésitez pas à mettre. Et comme ça, si vous décidez de partir, bien évidemment, vous partirez par vous-même. Si vous ne voulez pas rester sur le panel. Vous avez quelque chose à ajouter, maître? Je voudrais tout simplement dire que cette plateforme est très très bienvenue. Je crois que elle permet aux victimes de s'exprimer. C'est là une très bonne tribune pour elle et je vous encourage à continuer dans ce sens. Parce que voyez-vous que l'effet que ça crée, je vous assure, je suis extrêmement, malgré que je sois meurtri dans mon âme, parce que voyez-vous, pour pouvoir défendre les victimes comme je le fais au quotidien, il faut un peu porter leur part de souffrance. Donc, je crois que sous le contrôle de l'expert psychiatrique qui est là, je crois que c'est déjà un début de thérapie. C'est déjà des missions. Je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Merci, maître, pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, tu étais l'avocat de Junior Gombe, le petit Junior Gombe. À l'occasion, vous faites bien de vous dire ce cas que j'ai failli passer. Voyez-vous, lorsqu'on a pris Gombe, je devais me séparer avec lui pour le déport dans Yaoundé, il y a l'un des éléments qui avait dit qu'il ne croyait pas à Dieu, hein, que chez eux, Dieu n'existe pas. Vous vous imaginez. Fort heureusement, il faut bien en faire témoignage. Ce jeune, même s'il a subi des séquelles, morale, une séquelle, et quoi, n'est-ce pas, n'a pas quand même été torturé, mais toujours est-il que ceux qui l'ont pris n'ont pas été torturés physiquement, toujours est-il que ceux qui l'ont embarqué m'ont dit à moi, pendant qu'il est subi, ne lui pas lui faire du mal, qui ne croit pas à Dieu, que chez eux c'est Satan qui existe. Vous imaginez ce que c'est. Merci beaucoup. Merci, maître, merci. Mais, Kemda, ok, Kemda, je vous passe la parole, madame Kemda.